Quand une tragédie survient, on est tout de suite submergé. C'est un flot continu d'images, de témoignages, et au final, ça laisse une drôle d'impression, un vrai sentiment de malaise. On a l'impression d'avoir tout vu, mais de n'avoir rien compris. Et face à ce sentiment, il y a une question qui revient sans arrêt, un débat qui prend toute la place. Est-ce qu'on doit vraiment parler des auteurs? Faut-il les nommer, montrer leur visage, décortiquer leur vie? C'est une vraie question, bien sûr. Mais et si on passait à côté de l'essentiel? Et si le vrai débat était ailleurs? Parce qu'en réalité, la question la plus importante, ce n'est pas de savoir si on en parle, mais bien comment on en parle. Et ça change absolument tout. La façon de raconter l'histoire, c'est ça qui a un impact énorme, à la fois sur notre compréhension et sur la prévention de futurs drames. C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. La vraie différence, au fond, elle n'est pas entre parler d'un côté et se taire de l'autre. Non, elle se situe entre une approche qui cherche vraiment à comprendre pour trouver des solutions et une autre qui transforme la tragédie en une sorte de spectacle, un truc qu'on consomme passivement. En gros, on a deux visions totalement opposées du journalisme qui s'affrontent. D'un côté, ce qu'on peut appeler le spectacle tragique, qui fait du drame en feuilleton à rebondissement. De l'autre, l'analyse pertinente, celle qui essaye de nous donner les clés pour comprendre. C'est autour de cette opposition que s'articule toute notre réflexion. Alors, ce spectacle tragique, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est quand un reportage, au lieu de nous aider à y voir plus clair, transforme un drame humain en une série télé en fait. On a notre dose d'émotions fortes, de suspense, ça répond à une curiosité un peu malsaine, mais à la fin, on n'a rien appris sur les vrais problèmes de fond. Et les ingrédients de cette recette, on les connaît par cœur, on les repère tout de suite. Le témoignage du voisin, pourtant c'était quelqu'un de poli, il disait toujours bonjour. On a les photos de l'appartement, la reconstitution 3D de l'itinéraire, les descriptions ultra précises de l'équipement. Bref, on accumule une montagne de détails inutiles et pendant ce temps, on passe complètement à côté des questions qui comptent. Et cette phrase, elle tape en plein dans le mille. Le but, ce n'est pas d'informer. Le but, c'est de faire du clic, de garder les gens devant leur écran. C'est une logique d'audimat, pure et simple. Et le plus grave dans tout ça, c'est que cette façon de faire n'est pas juste inutile, elle est dangereuse. Oui, vraiment dangereuse. Parce que ce type de traitement médiatique a des conséquences concrètes, des préjudices réels. Ce n'est pas juste du mauvais journalisme, ça peut faire du mal. Ça peut nuire à la société dans son ensemble et ça peut aussi avoir un impact très lourd sur la santé mentale de chacun d'entre nous. Des études très sérieuses l'ont montré. Certains reportages peuvent, sans le vouloir, provoquer un effet d'imitation. C'est presque une recette pour la contagion. Quand on donne trop de détails techniques, quand on romantise l'auteur en espèce de loup solitaire, quand on passe en boucle les mêmes images choquantes, eh bien, on fournit une sorte de mode d'emploi, un modèle à suivre pour d'autres personnes fragiles. Au-delà de ce risque, il y a l'impact direct sur le public. En psychologie, on appelle ça le traumatisme secondaire. En gros, c'est quand on est tellement exposé aux images, aux récits d'un drame, qu'on finit par développer les mêmes symptômes de stress qu'une personne qui était sur place. C'est comme vivre le traumatisme par procuration. Et pour bien comprendre ça, il y a une étude qui est assez dingue, menée après l'attentat du marathon de Boston. Les chercheurs ont découvert que les gens qui avaient regardé plus de 6 heures d'infos sur l'événement présentaient plus de symptômes de stress aigu que certaines personnes qui étaient physiquement présentes sur les lieux. C'est dire la puissance de l'exposition médiatique. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Mais alors on fait quoi? Heureusement, il y a une alternative. Une autre voie existe. C'est un journalisme qui décide de ne pas juste raconter l'horreur, mais d'essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé pour que ça n'arrive plus. Et le changement, il tient à une chose toute simple. Il faut changer les questions qu'on pose. Au lieu de demander qu'est-ce que les voisins ont vu, on demande pourquoi les systèmes d'aide ont-ils échoué. Au lieu de refaire le trajet minute par minute, on se demande quels étaient les signaux d'alerte qu'on a ratés. On arrête de se focaliser sur le comment spectaculaire pour enfin s'intéresser au pourquoi. C'est exactement ça. Poser la question pourquoi, c'est chercher des causes et donc des solutions. Raconter en détail comment ça s'est passé, c'est juste satisfaire la curiosité. D'un côté, on consomme une histoire, de l'autre, on contribue à construire un avenir plus sûr. D'accord. Mais concrètement, à notre niveau, on peut faire quoi? Eh bien, il existe des outils, une sorte de boîte à outils, pour apprendre à mieux s'informer, à devenir plus critique face à ce qu'on nous montre. Voilà 3 questions très simples à garder en tête. C'est comme une petite checklist. Premièrement, est-ce que ce reportage me donne du contexte ou est-ce qu'il se contente de coller une étiquette? Deuxièmement, est-ce qu'on cherche à me faire comprendre ou juste à me faire ressentir une émotion forte? Et troisièmement, est-ce que les images violentes tournent en boucle?
Concrètement, ça veut dire faire des choix. D'un côté, on essaie d'éviter les soi-disant images exclusives, les révélations chocs des voisins, tout ce qui relève du sensationnel. Et de l'autre, on va activement chercher les faits vérifiés, les analyses de fond qui expliquent les problèmes systémiques, les paroles d'experts qui parlent de prévention. Et puis, chose essentielle, il faut penser à protéger sa propre santé mentale. Ça passe par des gestes simples mais efficaces. On peut limiter son temps d'écran à 15 ou 30 minutes par jour. Privilégier la lecture d'un article à des images qui tournent en boucle. Être attentif à comment on se sent. Et bien sûr, une règle d'or, ne pas laisser les enfants devant ces images violentes. Finalement, tout se résume peut-être à cette seule et unique question. La prochaine fois qu'une tragédie fera la une, devant un reportage, un article, il suffira de faire une pause et de se demander est-ce que cette information est là pour m'aider à comprendre ou est-ce qu'elle est juste là pour que je la consomme? La réponse change tout. Elle change notre regard sur l'actualité et, au fond, notre façon de voir le monde.